Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce cours, on va parler de la tentative en droit pénal. Alors c'est une notion qui fait très souvent l'objet de cas pratiques à l'université. C'est pour ça que j'ai tenu à faire un cours dessus. Et vous avez été très nombreux aussi à me poser des questions là-dessus. Donc c'est l'occasion là de clarifier un peu cette notion pour savoir notamment comment la traiter en cas pratique, mais le cas échéant aussi en dissertation si jamais ça tombait. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors la tentative. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la tentative? La tentative, c'est une infraction criminelle ou délictuelle. Alors j'insiste là-dessus, là, pour la définition, parce que chaque terme quand même a une importance, mais on va l'étudier au fur et à mesure du cours, ne vous inquiétez pas. Donc une infraction soit criminelle, soit délictuelle, c'est important de le noter, qui a commencé, mais n'a pas atteint son résultat. C'est-à-dire qu'il n'a pas été consommé. On va parler de cette notion d'infraction consommée. Et que le législateur punit dans certains cas comme l'infraction consommée. Donc, c'est prévu par l'article 121-5 du Code pénal qui nous dit la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Rassurez-vous, on va reparler de tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, et on en reparlera aussi à la fin, c'est que la particularité justement de cette tentative, c'est que sur le principe, l'auteur d'une tentative encourt les mêmes peines que l'auteur de l'infraction consommée. Donc que vous ayez consommé l'infraction ou que vous l'ayez simplement tenté, théoriquement, vous encourez les mêmes peines. Alors, l'infraction consommée, on en a parlé dans la définition juste avant. Qu'est-ce que c'est que cette infraction consommée? Une infraction consommée, c'est l'infraction à laquelle on pense tout de suite. C'est l'infraction qui a été menée à son terme, c'est-à-dire pour laquelle tous les éléments constitutifs prévus par la loi sont réunis. Donc, si je vous prends l'exemple de l'infraction de vol, l'infraction est consommée lorsque l'auteur a soustrait frauduleusement le bien d'autrui. Donc, c'est le scénario complet de l'infraction. L'infraction consommée, on allait vraiment jusqu'au bout. On a fait, si j'ose dire, un parcours sans faute. On a consommé l'infraction. Tous les éléments constitutifs sont réunis. Donc, c'est l'infraction à laquelle on pense toujours. Et donc, par opposition, l'infraction tentée, c'est celle qui a été commencée, mais qui n'a pas abouti à son résultat final. Donc, par exemple, si on reprend cet exemple du vol, imaginez un individu qui essaye de forcer la serrure pour entrer dans une maison ou la serrure d'un antivol, par exemple, pour un vélo. Donc là, l'infraction n'est pas allée jusqu'à son terme. Mais avec la tentative, c'est justement ça, le droit pénal va considérer tout de même que c'est un comportement dangereux qui mérite d'être sanctionné et pour lequel l'auteur de l'infraction tentée va encourir les mêmes peines que l'auteur d'une infraction consommée. Donc on va vouloir sanctionner un comportement dangereux. Vous allez voir que, en fait, ce qui est particulier dans la tentative, c'est de savoir à quel moment on place le curseur. Parce que c'est bien beau de dire l'infraction n'a pas été consommée, elle est simplement tentée et on sanctionne, mais il faut bien savoir ce que c'est qu'une infraction tentée. Et c'est ça toute la difficulté de cette notion de tentative pour la jurisprudence, mais aussi vous, surtout pour ce que vous allez devoir traiter en cas pratique. Donc la tentative, c'est un concept juridique qui permet de punir celui ou celle qui a essayé de commettre une infraction, même s'il n'a pas réussi à la mener à son terme. Je pense que vous commencez à comprendre. Alors, il y a une notion fondamentale à comprendre pour bien saisir cette notion de tentative, c'est l'iter criminis. L'iter criminis ou littéralement chemin du crime, c'est une métaphore, si vous voulez, des différentes étapes qu'on peut voir comme un chemin. Moi, j'aime bien voir ça aussi comme un escalier avec plusieurs étapes. Imaginez un escalier avec plusieurs marches qui vont mener à la réalisation de l'infraction. C'est-à-dire que au début, quand vous n'êtes sur aucune démarche, bah, vous n'avez même pas l'idée de commettre une infraction. À partir du moment où vous marchez sur la première marche, vous avez l'idée. Donc l'idée, ça pourrait être, je vous donne un exemple, vous avez, je sais pas, un voisin qui fait du bruit tout le temps. La première marche, c'est l'idée. Ah bah tiens, j'aimerais bien détruire, je sais pas, sa batterie parce qu'il vous gêne avec sa batterie. J'aimerais détruire sa batterie pour que le bruit s'arrête. Là, vous êtes déjà dans la première marche, c'est-à-dire l'idée, la pensée criminelle. Deuxième marche, vous continuez à monter, c'est la résolution criminelle. Donc là, c'est la décision d'agir. Décision d'agir, on n'est plus simplement à une petite idée: «Ah tiens, j'aimerais bien lui casser sa batterie». Bon, c'est décidé, semaine prochaine ou à un moment, je vais aller détruire la batterie de ce voisin en question. Troisième étape,
Donc on fait un pas de plus sur la marche et il faut imaginer que le sommet, c'est la consommation de l'infraction. Donc on va, consommer directement l'infraction, on va réaliser ces éléments constitutifs. Troisième marche, les actes préparatoires. Donc là, cette fois-ci, je suis, allé à Leroy Merlin, j'ai acheté, un marteau-piqueur ou, une masse et je commence à en fait, j'ai investi dans du matériel pour aller réaliser l'infraction qui est la destruction, en l'occurrence là, du bien, de mon voisin, du bien d'autrui. Quatrième marche, le commencement d'exécution. Donc là, c'est le début de la réalisation. Donc là, je me suis pointé devant la porte, et puis, je commence à forcer la serrure, avec, la masse de mon côté parce que j'ai projeté d'aller détruire la batterie, mais j'ai pas encore détruit le bien d'autrui. Donc j'ai pas encore consommé l'infraction. Et puis cinquième étape, l'exécution complète, c'est la consommation de l'infraction. Donc là, je suis rentré, j'ai détruit, la batterie, j'ai consommé, l'infraction. Donc vous voyez ça vraiment, là, on vous a mis un petit schéma ici. Voyez ça vraiment, comme un escalier. C'est très important de comprendre ce concept parce qu'en fait, c'est nous, ce qu'on va devoir savoir dans les conditions là de la tentative, c'est à quel moment on place le curseur. C'est-à-dire à quel moment on va punir l'infraction tentée. Quand est-ce qu'on considère qu'il y a eu tentative d'infraction? Est-ce que c'est simplement au niveau, de la première étape? Quelqu'un qui a une idée, vous imaginez bien que ça serait compliqué de punir quelqu'un qui a simplement une idée criminelle, sinon tout le monde serait, en prison, hein. Est-ce que c'est au niveau de la deuxième étape, la résolution criminelle, la décision d'agir? Est-ce que c'est au niveau des actes préparatoires et cetera? Donc il faut vraiment avoir ce cheminement en tête. Donc comme je vous disais, le droit pénal ne s'occupe pas des pensées ou des préparatifs. En fait, il faut avoir commencé à exécuter l'infraction pour que la tentative soit punissable. Pourquoi? Parce que le but du droit et notamment du droit pénal, ça va être enfin, le droit s'intéresse aux rapports sociaux, donc aux rapports entre les êtres humains. Hem Et donc l'idée, ce serait on peut sanctionner un comportement à partir du moment où il est dangereux. À partir du moment où c'est des pensées, c'est pas l'objet du droit de venir punir ça. Il faut que ça ait une influence sur la société pour que le droit s'y intéresse. La tentative donc se situe entre le commencement d'exécution et la consommation de l'infraction, mais pour localiser exactement la tentative, c'est pas toujours facile. On va voir qu'il y a différents critères qui sont utilisés. Donc vous voyez ici, entre le commencement d'exécution et la commence et l'exécution donc, en fait on serait, commencement d'exécution pardon, consommation de l'infraction, on est ici. Donc ici, mais on ne sait pas, précisément où est-ce qu'on va se situer pour pouvoir sanctionner. Vous allez comprendre un peu mieux avec les conditions après. Donc là, c'est un exemple, on vous a mis un schéma. J'avais pris un autre exemple, donc pensée criminelle, je veux voler tel objet. Résolution, je vais voler tel objet, donc résolution criminelle. Acte préparatoire, j'achète une pince coupante pour voler cet objet. Donc imaginez, je sais pas, un vélo, on veut couper l'antivol. Commencement d'exécution, donc je découpe l'antivol du vélo que je veux voler et exécution complète. Ça y est, j'ai coupé l'antivol, je suis monté sur le vélo et je suis parti avec. Soustraction frauduleuse, du bien d'autrui. Donc, et on terminera là-dessus, hein, pour cette introduction, mais c'est important à comprendre. Donc, la doctrine propose différentes conceptions de la tentative justement pour savoir comment est-ce qu'on va, à quel moment plutôt, on va sanctionner une infraction tentée. Donc on a la conception objective qui va insister sur la matérialité du commencement d'exécution. Donc objectif, pourquoi? Parce qu'il va nous falloir un élément objectif pour démontrer qu'il y a une matérialité, quelque chose qui s'est réellement produit, un commencement d'exécution. Donc ça exige l'accomplissement de l'une des opérations matérielles qui figurent parmi les éléments constitutifs du crime ou du délit consommé. L'avantage de cette conception, c'est la certitude juridique. C'est-à-dire que si on a un élément objectif, bon bah, forcément il y avait, là ici, une volonté de commettre l'infraction. On est presque certain, que, l'infraction allait être, enfin voulait être réalisée. Le problème, c'est que ça place le commencement d'exécution trop près de la consommation de l'infraction. C'est-à-dire que, en fait, ça intervient trop tard avec cette conception objective et on peut passer à côté de comportements qui sont extrêmement dangereux, qui mériteraient d'être sanctionnés, mais qui ne vont pas l'être parce que, on exige cette matérialité du commencement d'exécution qui, dans certains cas, ne sera pas présent. Alors même que le la personne, com va effectuer, pardon, un comportement dangereux. Excusez-moi. Et puis, donc là, pour prendre une image simple, si quelqu'un projette de cambrioler une maison, ce serait le simple fait d'acheter des outils qui ne suffirait pas. On exigerait ici, de commencer à forcer la serrure. Je vous donne des exemples à chaque fois, hein, pour que vous y voyez un peu plus clair.
Conception subjective. Donc là, on va mettre l'accent cette fois-ci sur la psychologie de l'agent. Donc on va, en fait, l'idée là, c'est de savoir est-ce que l'agent, avait pris une décision, irrévocable de commettre l'infraction ou pas. Donc on considère ici, avec cette conception, que la répression devient légitime à partir du moment où la décision est irrévocable. Donc là, ici, cette approche, vous voyez, a le mérite ou l'avantage, on va dire, de pouvoir, intervenir plus en amont qu'avec la conception objective. Donc on va pouvoir sanctionner un champ plus vaste de comportements. En revanche, c'est compliqué de prouver l'intention criminelle puisque, c'est pas toujours évident de savoir, si, la décision de telle personne était irrévocable ou pas de commettre, telle ou telle infraction. Donc là, si on prend un exemple, ça pourrait être, si on reprend l'exemple du cambriolage, on pourrait considérer comme commencement d'exécution le fait de se poster devant la maison avec ses outils prêts à passer à l'acte, alors même qu'on n'a pas, commencé à essayer de forcer la serrure. Et je vous rappelle que c'est quand même important, notamment en droit français, hein, de savoir, comment réprimer la tentative puisque c'est sanctionné de la même manière. On encourt les mêmes peines en tout cas. Alors, quels sont les différents types de tentatives? Ça, c'est important à connaître. Donc ça, c'est des tentatives, hein, qui sont, punissables, hein, en droit français. Donc d'abord, on a, ce qu'on appelle la tentative interrompue. La tentative interrompue est caractérisée par un commencement d'exécution qui n'a pas pu être mené à son terme en raison de circonstances extérieures à la volonté de son auteur. Donc l'interruption ici doit être involontaire, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas résulter d'un événement que l'auteur ne maîtrise pas, comme l'intervention d'un tiers ou la résistance de la victime. Le fait d'être arrêté par la police ou d'être mis en fuite par la victime constitue une interruption volontaire qui caractérise la tentative punissable. Ensuite, on a la tentative impossible. Donc la tentative impossible, ici, on est dans une situation dans laquelle l'infraction ne peut pas être réalisée parce qu'elle est, matériellement ou factuellement impossible. Donc on a 2 types, ou juridiquement pardon, impossible. On a 2 types d'impossibilité, c'est l'impossibilité de fait et l'impossibilité de droit. L'impossibilité de fait d'abord. On est dans le cas d'une situation où, en fait, c'est le résultat, qui est matériellement impossible à atteindre. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Soit en raison de l'inefficacité des moyens employés, soit en raison des circonstances matérielles. Donc on a un arrêt très connu, qui s'appelle l'arrêt Fleury, qui est assez, choquant mais réel. Vous aviez, un couple qui, avait tenté évidemment sans son consentement, de faire avorter leur domestique qui était enceinte. Donc, une relation extra-conjugale, du mari, du couple, et puis le couple décide de faire avorter, enfin de procéder à des actes matériels pour faire avorter la domestique. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, procédé à des injections d'eau de Cologne pure mélangée d'eau de vie et de vinaigre pour, tenter de provoquer l'avortement. La Cour a considéré que ces moyens, totalement inopérants, rendaient l'infraction impossible, mais a quand même sanctionné. Ensuite, l'impossibilité de droit. Donc l'impossibilité de droit ici, c'est qu'on a un élément juridique essentiel à la qualification de l'infraction qui n'est pas présent. Donc là encore, vous avez un arrêt connu que vous devez mémoriser, c'est l'arrêt Perdreau du 16 janvier 1986. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez une personne en fait qui était déjà décédée pardon, et l'auteur ici donc de l'infraction tentée, pensait qu'elle était encore vivante et il est retourné pour lui, tenter pour tenter de commettre un meurtre, de tuer la personne, en exerçant des violences. Simplement la personne était déjà décédée. Donc compliqué de tuer un mort puisque, l'infraction, d'homicide, nécessite, une personne vivante, hein. Donc là, ici, voilà, la cour de cassation, enfin la chambre criminelle, a quand même retenu la tentative, considérant que les violences caractérisaient un commencement d'exécution, peu importe l'impossibilité juridique. Donc ça, c'est une solution qui a été, assez critiquée parce qu'en fait, vous le comprenez, on va punir au titre de la tentative un acte qui n'aurait jamais pu constituer une infraction consommée puisque, c'est impossible de commettre un meurtre sur une victime qui, n'est pas vivante, sur une personne décédée. Donc, infraction tentée possible, mais l'infraction consommée n'aurait jamais pu, l'être. Ensuite, on a, donc ça c'est, plus pour votre culture, générale, hein, culture générale juridique, l'infraction putative. Donc, il faut pas confondre cette notion avec ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire la tentative impossible. Ici, c'est une infraction qui va exister uniquement dans l'imagination de son auteur. Donc, l'exemple qu'on donne fréquemment, c'est une personne qui va croire, par exemple, séduire une mineure ou un mineur
alors qu'en réalité, la personne est majeure. Donc, on pense commettre une infraction, alors que dans les faits, enfin, les faits ne sont pas pénalement répréhensibles. Alors, si vous voulez accéder à un cours complet de droit pénal, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Vous avez Mégane Léonard qui s'occupe des cours pour le droit pénal et qui voilà, traite l'intégralité de la matière du droit pénal général. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Donc, s'agissant des conditions de la tentative, donc ça, c'est les conditions à rappeler, par exemple, si vous êtes dans le cadre d'un cas pratique. Donc, on nous dit la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. En réalité, vous avez vraiment trois étapes à respecter. Première étape, c'est l'élément légal, c'est-à-dire qu'il va falloir expliquer dans quel cas la tentative est punissable. C'est pas le cas, par exemple, pour les contraventions, et c'est le cas pour les délits que si un texte le prévoit, c'est toujours le cas pour les crimes. Ensuite, on aura l'élément matériel où là, il faudra démontrer un commencement d'exécution, puis un élément moral où il faudra démontrer une absence de désistement volontaire. Alors pour le préalable légal, très simple, on vient de le dire, hein, c'est le texte qui nous dit est auteur de l'infraction la personne qui soit commet les délits incriminés, donc là c'est une infraction consommée, soit deux, et là on s'intéresse à la tentative, tente de commettre un crime, donc le crime est toujours punissable, ou dans les cas prévus par la loi, donc là c'est spécifique, un délit. Donc le délit, c'est uniquement lorsque la loi le prévoit, et vous voyez, le texte ne fait pas référence aux contraventions. Donc voilà, c'est ce que j'explique ici. Le délit, la tentative de délit est punissable que si un texte légal spécial d'incrimination le prévoit. C'est par exemple le cas là pour le délit d'escroquerie, mais c'est le cas pour la plupart des délits. Ensuite, deuxième condition, le commencement d'exécution, donc l'élément matériel de l'infraction. L'article 121-5 du Code pénal fait du commencement d'exécution une condition nécessaire de la tentative punissable. C'est l'élément matériel. Mais, problème, comme souvent, le législateur ne définit pas ce que c'est que ce commencement d'exécution. Donc, comment on fait quand le législateur ne donne pas de définition? Eh ben, on se tourne vers la jurisprudence ou vers la doctrine, mais là, en l'occurrence, c'est vers la jurisprudence qui s'est évidemment inspirée des conceptions doctrinales. Donc, pour que vous compreniez bien, parce que la jurisprudence peut apparaître comme étant pas vraiment claire pour les étudiants. En fait, on a une approche qui est vraiment mixte entre c'est une comment dire? Une conception qui emprunte à la fois à la conception subjective et à la conception objective qu'on avait vu, en introduction. Donc, critère objectif d'abord. Dans quel cas est-ce que la jurisprudence utilise ce critère objectif? Donc la Cour de cassation nous dit que les actes accomplis doivent tendre directement et immédiatement à la commission de l'infraction. Donc là, vous voyez bien, critère objectif. Pourquoi? Parce qu'on parle des actes. Donc là, c'est un arrêt connu que vous devez mémoriser aussi, c'est l'arrêt Lacour, 1962. Donc dans cet arrêt, la Cour de cassation définit le commencement d'exécution comme l'acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d'exécution. Alors simplement, pour que vous compreniez aussi, pourquoi est-ce qu'on exige un commencement d'exécution? Imaginez qu'on n'exige pas cette condition, qu'il y ait pas besoin d'un commencement d'exécution. Ça pourrait signifier que n'importe quelle personne qui, je sais pas, va se rendre dans un magasin, acheter un couteau de cuisine, techniquement pourrait être, reconnue comme coupable d'une tentative d'homicide. Vous achetez un couteau, si on n'exige pas ce critère du commencement d'exécution, on peut très bien considérer que vous aviez prévu de projeter un homicide. Bon, c'est un peu absurde ce que je vous dis, mais vous comprenez l'idée. Cette exigence du commencement d'exécution, c'est quand même de montrer que sur le chemin criminel qu'on avait vu ensemble, on est quand même assez avancé et que ça va nécessiter pour le droit pénal de s'y intéresser pour le sanctionner, pour sanctionner ce type de comportement. Donc là, c'est l'arrêt Lacour hein, pour ce critère objectif qui nous dit le commencement d'exécution, c'est l'acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d'exécution. Donc là, ici, il faudra un lien direct entre l'acte et l'infraction projetée. On peut prendre un exemple. Dans la tentative d'escroquerie à l'assurance, la chambre criminelle considère que la simple destruction d'un véhicule et le dépôt d'une plainte pour vol ne constituent que des actes préparatoires. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore trop éloignés de l'escroquerie elle-même. Donc là, peut-être que vous comprenez pas cet exemple. En fait, ce que nous disait ici la chambre criminelle, c'est que donc il y a description volontaire en fait de son propre véhicule, dépôt d'une plainte pour vol.
une personne qui voulait donc, tenter d'escroquer, son assurance, mais il n'a pas, appelé l'assurance, il n'a pas fait les démarches auprès de l'assurance pour, bah, tenter, d'obtenir l'indemnisation de l'assurance. C'est pour ça ici qu'on a considéré que c'était encore trop éloigné de l'escroquerie en elle-même. Donc sur le chemin criminel, il n'est pas allé assez loin et ça, c'est le critère objectif puisqu'on exigeait un acte, qui soit en lien direct avec l'infraction projetée et donc pour la Cour de cassation, c'était par exemple faire les démarches, pour aller jusqu'au bout de cette, tentative. En revanche, la déclaration mensongère à l'assurance caractérise le commencement d'exécution car elle tend directement à la réalisation de l'infraction. Vous voyez, l'acte qu'on exige, c'est d'avoir fait la déclaration auprès de l'assurance. Ensuite, critères subjectifs. Donc, vous, quand vous êtes en cas pratique, il faut jongler avec ces différents critères évoqués, hein. Les 2 critères en expliquant que la jurisprudence recourt tantôt parfois aux critères objectifs, tantôt aux critères subjectifs, qu'elle a une conception mixte en fait du commencement d'exécution, voilà et que, bon, on verra après qu'elle a une certaine tendance actuellement à plutôt se diriger vers le critère subjectif, mais en fonction des faits que vous avez et cetera, il faut piocher dans les différents arrêts et expliquer, comment, la Cour de cassation rend sa jurisprudence. Donc critère subjectif, cette fois-ci, la Cour de cassation va exiger que les actes révèlent sans ambiguïté l'intention de commettre l'infraction. Donc l'affaire Piazza, 1970, permet d'illustrer ce critère. Donc la Cour, ici, dans une tentative de vol d'un fourgon de transport de fonds, a relevé un ensemble d'éléments matériels démontrant l'intention criminelle sans équivoque. Donc ici, il y avait utilisation de voitures volées, avec de faux numéros minéralogiques placés stratégiquement, port d'armes et de déguisement. Donc là, en fait, on va mettre l'accent sur l'intention de commettre l'infraction, mais vous voyez qu'il ressortent quand même en réalité des actes. Simplement, on est moins loin, on est plus en amont ici dans le chemin criminel, si on compare avec l'exemple précédent. La Cour a continué dans cette voie à renforcer l'importance de ce critère subjectif en matière de tentative d'assassinat. Donc elle a accordé une importance déterminante à l'intention criminelle du prévenu, déduite notamment de son profond ressentiment envers la victime et de la préparation minutieuse de son acte, notamment le fait qu'il se soit assuré que son arme était chargée de munitions létales. Vous voyez en fait la Cour de cassation, en fonction des différentes affaires, va puiser un peu soit dans le critère objectif, soit dans le critère subjectif, pour soit sanctionner, soit à l'inverse, ne pas sanctionner, ne pas caractériser la tentative. Donc comme je vous disais, c'est une évolution jurisprudentielle qui montre une tendance à accorder une place croissante à l'intention criminelle, donc à l'élément subjectif, dans la caractérisation du commencement d'exécution. Troisième condition, et on terminera là-dessus, c'est l'absence de désistement volontaire. Donc pour qu'il y ait tentative, il est nécessaire que l'auteur de l'infraction ne se soit pas désisté volontairement. Pourquoi? Parce que l'idée là ici du droit pénal, c'est de laisser une chance, si vous voulez, au délinquant. C'est de lui permettre de faire marche arrière, de faire demi-tour. C'est une conception qui met en avant la possibilité d'un retour en arrière pour le délinquant. Donc cette condition du désistement volontaire, désistement, donc c'est-à-dire qu'on fait marche arrière, on arrête, on ne va pas jusqu'à la consommation de l'infraction, et volontaire, pour que le droit pénal ne sanctionne pas, il est quand même nécessaire que ce soit un désistement qui provienne bien de la volonté du délinquant et que ce ne soit pas en raison de circonstances qui échappent au délinquant, c'est-à-dire qu'il soit involontaire. Sinon, ce serait illogique et injuste en fait de ne pas sanctionner l'auteur de l'infraction. Donc cette condition découle de l'article 121-5 qui nous dit, qui exige que l'échec de la tentative résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Pour que vous compreniez bien, il faut distinguer 3 hypothèses. D'abord, vous avez le désistement volontaire qui exclut la tentative. Donc ça va être le cas notamment lorsque l'auteur renonce spontanément à son projet criminel sans aucune intervention extérieure. Donc là, c'est entre guillemets, c'est l'hypothèse qui peut vous intéresser dans un cas pratique pour savoir si l'auteur va être sanctionné ou pas. Est-ce que la tentative va pouvoir être caractérisée ou pas? Donc exemple, un cambrioleur qui, après être entré dans une maison, décide de son propre chef de renoncer et de quitter les lieux ne sera pas punissable. Comme je vous disais, le droit pénal choisit volontairement de ne pas sanctionner celui qui revient de lui-même sur sa décision criminelle,
ce qui peut encourager les délinquants à renoncer à leur projet. Deuxième hypothèse, c'est le désistement involontaire qui caractérise la tentative punissable. Donc, désistement involontaire, comme il est involontaire, la tentative va pouvoir être caractérisée. Donc, ce désistement survient lorsque l'auteur est contraint d'abandonner son projet en raison d'une circonstance extérieure qui s'impose à lui. Alors, dans les cas pratiques, les profs adorent ce type de fait. À chaque fois que je vois un cas pratique sur la tentative, il y a un fait comme ça, c'est-à-dire qu'on va demander à l'étudiant de s'interroger sur ce point-là, savoir si cette condition du désistement volontaire est caractérisée ou pas. Donc, exemple typique, intervention des forces de l'ordre qui empêche la commission de l'infraction. Donc, un cambriolage qui est tenté et qui est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intervention de la police ou je sais pas, l'alarme qui se déclenche. Dans ce cas-là, le désistement n'est pas volontaire mais involontaire. Donc, si on vous met dans les faits de cas pratiques, que l'auteur de l'infraction, pris de remords, se rappelle son éducation de lorsqu'il était enfant et décide de ne pas poursuivre l'infraction, bon bah là, désistement volontaire. Si en revanche, on vous dit l'auteur est déterminé à aller jusqu'au bout, mais malheureusement l'alarme se déclenche, la police arrive et donc il décide de partir, désistement involontaire. Et troisième hypothèse, donc une cause extérieure non contraignante pousse l'auteur à abandonner son projet. Donc là, imaginez que un cambrioleur croit entendre une alarme, par exemple, croit entendre un bruit, et donc il renonce à son méfait, il renonce à commettre l'infraction, à la consommer. Dans ce cas-là, ça c'est sanctionnable, la tentative peut être caractérisée. La jurisprudence nous dit, donc à propos d'une... Enfin, c'est une position nuancée, mais il faut savoir que dans la plupart des cas, c'est sanctionnable. À propos d'une tentative de crime d'enlèvement de mineurs, la chambre criminelle a considéré que lorsqu'une cause extérieure provoque la peur, qui conduit au désistement, celui-ci doit être considéré comme involontaire et la tentative est donc constituée. Ensuite, le repentir actif. Donc le repentir actif, c'est vraiment à distinguer du désistement volontaire. C'est rare de le voir dans les cas pratiques, mais bon, pour votre culture générale, c'est pas mal de le savoir. Le repentir actif intervient après la consommation complète de l'infraction, lorsque l'auteur tente d'en effacer les conséquences. Donc, vous consommez une infraction, mais instantanément, vous regrettez, vous souhaitez effacer les conséquences de l'infraction que vous venez de commettre. Pardon. Donc, par exemple, pour un vol, vous décidez de rendre l'objet restitué à la victime de ce vol. Se repentir, sauf exception, on le verra tout à la fin là, du cours, n'efface pas l'infraction déjà constituée. Donc, en théorie, sauf exception encore une fois, n'a pas d'incidence sur la responsabilité pénale de l'auteur. Voilà, donc là, vous avez un petit schéma, vous pouvez mettre pause, hein, je vous laisse voir sur les conditions et les effets de la tentative. Et on en termine avec les effets de la tentative, c'est-à-dire la répression, comment est-ce qu'elle est sanctionnée. Vous allez voir là que c'est assez simple. Donc, principe, c'est le principe de l'équivalence de la répression, ou principe d'identité des peines encourues. C'est-à-dire que c'est une solution très sévère hein, qui est posée par le droit pénal français, mais on va considérer que l'auteur d'une tentative encourt les mêmes peines que l'auteur de l'infraction consommée. Il est traité de la même manière. Donc c'est une solution sévère, du moins sur le principe. Pourquoi? Parce que ici, le droit pénal français décide de faire prévaloir la conception subjective de la tentative, selon laquelle on va prendre en compte l'intention de l'agent de commettre une infraction. L'auteur de la tentative a voulu commettre l'infraction de la même manière qu'une personne qui commet une infraction consommée, et donc on les punit théoriquement de la même manière. Donc voilà ce que je vous disais. En d'autres termes, le droit pénal français sanctionne de la même manière celui qui trouble effectivement l'ordre social, infraction consommée, ou celui qui se révèle dangereux pour la société. Donc ça, c'est quelque chose qui est contestable, juridiquement, hein, bien sûr, qui pourrait être contesté notamment dans le cas d'un commentaire d'arrêt. Si vous tombez sur un arrêt sur la tentative, c'est des éléments à noter à droite à gauche pour avoir de quoi dire. Alors plus précisément, donc quand vous êtes dans la partie effet, répression, on l'a déjà vu plein de fois, hein, mais dans ce cours, mais quand vous êtes dans votre cas pratique, hem, cette répression de la tentative, on l'a vu, distingue selon la nature de l'infraction. Donc le crime, équivalence de répression absolue. Dans tous les cas, l'auteur de l'infraction tentée encourt les mêmes peines que l'auteur de l'infraction consommée. Si c'est un délit, on l'a vu, c'est uniquement si la loi le prévoit. Sinon, le délit n'est pas punissable. Et pour les contraventions, ce ne sera jamais punissable. Donc c'est ce que je vous disais, le principe d'équivalence de la répression ne s'applique pas pour les contraventions. On a quand même des atténuations. Donc
toujours là, dans votre cas pratique, quand vous êtes sur la partie, répression effet de la tentative, donc à la fin, il faudra quand même expliquer que le principe fait qu'on a une équivalence, de sanctions, mais que en pratique, si l'auteur d'une tentative encourt théoriquement les mêmes sanctions la même sanction pardon, que l'auteur de l'infraction consommée, les juges vont pouvoir individualiser la peine. Vous le savez, c'est le principe de personnalisation des peines qu'on dénommait avant le principe d'individualisation des peines, donc préférez plutôt, ce terme, hein, personnalisation des peines, qui consiste tout simplement à adapter judiciairement la sanction. Donc le juge va adapter la sanction aux circonstances de l'infraction, à la personnalité de l'auteur et à sa situation matérielle, familiale et sociale. En sachant, hein, que, ce principe, vous savez, c'est un principe qui est, très critiqué et très politique à l'heure actuelle puisque, on peut avoir des, différences de sanctions, de peines en fonction, de différentes infractions commises et donc ça peut parfois conduire, en fonction des différents juges, à des, différences qui peuvent, être choquantes. L'exemple typique, hein, c'est on va voir chez je sais pas, ce principe qui conduit à diminuer la peine d'un violeur quand une personne, je sais pas, qui aura vendu de la drogue par exemple, sera sanctionnée, plus durement. Alors j'exagère pardon, mais vous comprenez l'idée, c'est que, ce principe de personnalisation des peines, en pratique, va jouer dans le cas de la tentative puisque le juge aura tendance à diminuer, à personnaliser la peine en considérant que l'infraction a simplement été tenté. En tout cas, il aura la possibilité de le faire. Il le fera pas systématiquement, mais il aura la possibilité de le faire. Donc ce principe a valeur légale, mais aussi constitutionnelle, même si le Conseil constitutionnel estime qu'il n'a pas une valeur absolue, c'est-à-dire qu'il peut faire l'objet quand même, d'un encadrement par le législateur. Voilà. Hem Et puis on a une dernière atténuation, comme je vous disais, c'est le repentir actif qui est pris en compte par l'article, 132-78 alinéa 1er du code pénal qui nous dit: «La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit et dans le cas prévu par la loi», donc il faut que ce soit prévu par la loi, «exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et le cas échéant d'identifier les autres auteurs ou complices». Donc vous voyez ici, c'est une exception particulière, mais qui peut trouver à s'appliquer le cas échéant dans certains cas pratiques. N'oubliez pas la condition, puisqu'il faut une disposition spéciale de la loi qui prévoit expressément cette possibilité pour l'infraction consommée. Si c'est pas le cas concernée pardon. Si c'est pas le cas, vous ne pourrez pas faire jouer cette, exception du repentir actif.